Bonjour Laurence, Bonjour Isabelle. ravie de t'accueillir ce matin avec nous. Bah écoute, merci de nous recevoir. Mais c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, d'autant que ce thème, enfin, tu as toujours des thèmes voilà, qui m'intéressent et qui peuvent intéresser nos auditeurs. Donc aujourd'hui, on est sur le thème sortir de l'épuisement au travail. Tu viens de sortir un livre dont on parlera un peu tout à l'heure, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. Et que j'ai lu d'ailleurs et que vraiment que je trouve particulièrement inspirant. J'en dirai quelques Merci. mots. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots pour te présenter d'abord avant de Ah qu'on oui. aborde. Alors mon métier, là où j'exerce aujourd'hui, donc moi je suis sophrologue, je suis aussi praticienne en hypnose. Donc je suis sur Boulogne-Billancourt. Je fais beaucoup d'interventions en entreprise parce que moi ce qui m'a intéressée assez rapidement à travers cette technique et la sophrologie, que j'ai d'abord pratiquée pour moi, c'est vraiment de l'appliquer au monde du travail. Et en particulier dans les entreprises. Alors, j'ai eu une autre vie avant d'être sophrologue. J'ai fait du marketing et de la communication pendant une douzaine d'années. Et c'est vraiment à la faveur de cette expérience professionnelle et d'avoir justement testé des moments de stress, des moments de pression, où moi j'ai appris au départ la sophrologie pour moi. Après, je me suis formée. Et quand je me suis formée, l'idée, c'était finalement de former les gens qui me ressemblaient. Quand on écrit des livres, on dit toujours, on écrit des livres dont on aurait eu besoin à un certain moment. La sophrologie, c'est pareil. Moi, j'ai essayé de l'adapter le plus possible aux situations très concrètes, très quotidiennes. Alors, de la vie quotidienne, de la vie personnelle, mais aussi de la vie professionnelle, puisque le travail, c'est quand même une grosse partie de notre journée. Bon, mais oui, effectivement. D'accord, donc tu as eu envie d'écrire ce livre parce que tu n'as pas trouvé ce livre à Je disposition. pense qu'il y a une quinzaine d'années, il m'aurait fait du bien, oui, quand je m'obligeais à faire des choses bien, parfaites, dans tous les domaines, que ce soit dans la vie perso, avec les enfants en particulier, parce qu'il fallait que tout soit au carré, qu'il ne manque rien, et puis que je m'imposais la même exigence dans le travail, à aller parfois, alors le perfectionnisme pousse parfois à aller dans les détails, dans une sorte de recherche, voilà, de satisfaction qui souvent n'est une satisfaction personnelle, puisque ces détails, les autres ne le voient pas forcément, en particulier dans le travail. Je ne suis pas toujours sûre que les collègues ou les supérieurs hiérarchiques voient toujours les gros efforts que l'on fait dans le détail. D'où une source potentielle d'épuisement professionnel. Ça peut s'ajouter effectivement à des périodes qui sont bien chargées en ce moment. Donc tu parles de quelque chose que tu connais de l'intérieur, si j'entends bien. C'est quand même le but, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des techniques qui sont incarnées. Il y a vraiment quelque chose. Alors, la sophrologie, ça passe beaucoup par le corps. Le corps, c'est vraiment le premier outil. On dit toujours dans les grands principes de la sophrologie, on parle du corps comme une réalité vécue. C'est vraiment avec le corps que je vais aborder tous les aspects de ma vie et de mon quotidien, même si on est dans des vies et dans des métiers qui sont beaucoup dans le mental ou dans la réflexion ou dans l'analyse, mais le corps, c'est à la fois un outil et c'est aussi un indicateur. Ok, alors sur notre thème d'aujourd'hui, donc sortir de l'épuisement au travail, déjà comment on peut repérer qu'on est en train de basculer là-dedans? L'épuisement, c'est comme la soif, tu t'en rends compte un peu trop tard. C'est-à-dire que quand l'épuisement arrive, ça veut dire que la fatigue est déjà là depuis un certain temps. De même que quand la soif arrive, ça veut dire qu'on est déshydraté déjà depuis un certain temps. Donc là, le premier facteur, c'est la fatigue physique. Donc vraiment cette sensation d'avoir des coups de barre. Par exemple, ça peut être des assoupissements dans la journée, des moments où on va être en réunion, puis on sent bien qu'on décroche. Donc la fatigue physique, c'est la première chose. Le deuxième facteur, ça va être l'épuisement qui va être davantage psychique. Donc cette fatigue intellectuelle qui peut se traduire par exemple par du mal à se concentrer, des trous de mémoire, voilà, donc des choses qui vont faire qu'on travaille un peu moins bien, on a un peu plus de difficultés. Et après, ça va se traduire dans un aspect davantage émotionnel et comportemental. Et cette phase-là, c'est souvent les autres qui nous le disent. C'est-à-dire qu'on va être plus facilement irritable. Donc ça, c'est directement en lien avec les émotions.
puisque c'est l'émotion de la colère qui va s'exprimer. La colère est souvent en lien aussi un peu avec la frustration, c'est-à-dire cette incapacité à réaliser ou à faire les choses aussi bien que ce qu'on voudrait, ou avec aussi autant de facilité ou autant de fluidité. Donc l'irritabilité, l'impatience, le fait voilà, de s'énerver rapidement. Et ça, ce sont les autres qui nous disent. Qui ont commencé à dire oui, mais voilà, tu prends moins de distance, prends du recul, lâche prise, voilà, toutes ces phrases qui d'ailleurs énervent, hein, quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, puisque dans l'épuisement professionnel, il faut le dire quand même, c'est qu'il y a souvent ce que j'appelle un effet entonnoir. Il y a de toute façon à un certain moment une accumulation de travail ou d'obligations ou de contraintes et qui fait qu'à un moment, ça ne passe pas. Donc, ça suppose de faire des choix. Et c'est là où, de temps en temps, le perfectionnisme ou travailler sur le perfectionnisme peut être intéressant parce que dans ces choix, il faut voir ce qui va être important ou essentiel et non pas se dire « je peux être bon partout » parce qu'il y a des moments où, effectivement, on a ces limites. Donc, reconnaître ses limites et fixer des priorités. Ce qui peut être difficile parce que mettre des limites, ça suppose de temps en temps de dire non. On n'aime pas dire non. Hein, dire non, ça voudrait dire qu'on n'est pas, soit on n'est pas gentil, on ne veut pas aider, on ne veut pas être présent, on ne veut pas s'impliquer, soit ça veut dire je ne suis pas capable. Et voilà, on peut être un peu en difficulté par rapport à je ne suis pas capable, je ne me sens pas de le faire, tu vois. Donc ça, c'est ces petites phrases qui vont tourner dans notre tête. Moi, je suis assez sensible à ces petites phrases, hein, je pense qu'il faut les écouter. Alors, non pas les écouter pour les suivre, pas toujours, mais en tout cas les écouter pour qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce qu'elles racontent de notre histoire. Et dans l'épuisement professionnel, qui peut être effectivement lié au perfectionnisme, il y a cette idée de vouloir répondre à des modèles. Voilà, on répond toujours plus ou moins à des modèles. Est-ce que ces modèles sont vraiment les miens? Est-ce que je peux m'y conformer? Est-ce que je peux essayer de prendre de la distance avec ces modèles? Est-ce que je peux parfois m'en libérer? Ok, donc sur notre thème de sortir de l'épuisement au travail, donc tu as une façon un petit peu particulière et atypique de proposer des clés aux personnes que tu accompagnes. Et notamment, tu parlais de border les journées, de les encadrer. Ça, c'est un point que je trouve vraiment particulièrement intéressant. Alors, moi, j'aime bien cette idée, c'est-à-dire qu'on a vu qu'en télétravail, il y a une confusion entre les espaces et du coup, le temps. C'est-à-dire que puisque je vais travailler dans un même espace, qui est mon espace de vie, mon habitat, mon foyer, le temps de travail et le temps personnel, ils vont facilement se confondre. C'est-à-dire que vraiment, la frontière entre les deux, on va pousser le curseur beaucoup plus facilement. Alors, ça a été d'autant plus facile qu'on a remarqué qu'en télétravail, les salariés français, ils ont beaucoup travaillé. Parce qu'il a fallu aussi s'adapter et il y a eu une quantité de travail plus importante. Il a fallu mettre en place des nouvelles méthodes, des nouvelles approches, des nouvelles façons d'interagir avec ses collègues. Donc, ça a suscité une plus grosse masse de travail. Donc, par rapport à cette limite de temps, moi, ce que je conseille, c'est de faire des parenthèses. C'est-à-dire d'avoir une parenthèse pour le matin qui va ouvrir la journée de travail et une parenthèse, refermer la parenthèse le soir alors qu'on a décidé qui va terminer cette journée de travail. Et ça peut passer par des rituels. Des rituels, ça veut être des petits protocoles qu'on va décider chacun pour soi. Alors, le matin, ça peut être quand j'ouvre mon ordinateur, je peux faire par exemple un petit exercice d'ancrage, tu vois, ou de recentrage. C'est-à-dire que je vais vraiment me caler et quelque part me projeter dans ma journée de travail et dans ce que j'ai à faire. Donc, je suis vraiment face à mon ordinateur, donc je vais être connectée dans tous les sens du terme. Le soir, pour refermer cette parenthèse, indépendamment du fait que je ferme mon ordinateur, alors tu vois, moi je fais ce geste-là parce que si c'est un portable, je vais le refermer, mais il faut aussi que je le referme dans ma tête. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à décrocher de cette charge mentale, c'est-à-dire de ces pensées, de ces cogitations qui peuvent avoir tendance à continuer à tourner. Et je peux me faire aussi un rituel de fin de journée. Faire une respiration pour évacuer. On a par exemple ce qu'on appelle des respirations apaisantes, qui vont consister par exemple à allonger le temps d'expiration avec vraiment l'idée de souffler la journée.
Mais ça peut être aussi quelques pas, de la marche consciente, ça peut être des étirements, ça peut être aussi quelque chose qui va consister à boire un verre d'eau en conscience. Donc vraiment des choses très simples. Donc comme ça, je borde ma journée de travail avec un moment où la journée, elle démarre. Alors ça, c'est aussi un peu pour les gens qui procrastinent, qui chez eux, parfois, ont du mal à s'y mettre et qui toute la journée vont essayer de rattraper le temps perdu. Donc c'est important d'avoir un top départ, mais c'est important aussi d'avoir un top fin, c'est-à-dire d'avoir vraiment le moment où je me dis, OK, à ce moment-là, j'arrête. Ces rituels, moi je trouve qu'ils sont intéressants. Et puis, dans la journée, je milite pour les pauses. Il y a une logique qui est de perdre du temps pour en gagner. Bien évidemment, faire une pause. Alors, on va faire une pause déjeuner. Mais je connais des gens qui ne font pas de pause déjeuner. C'est-à-dire qu'ils déjeunent devant leur ordinateur parce qu'ils essayent, même chose toujours, d'accumuler le maximum de choses. Donc ça, c'est quand même pas idéal, surtout quand on est chez soi, c'est pas très compliqué de faire une vraie pause. Les restaurants d'entreprise vont réouvrir. Hein, en tout cas, pour les salariés qui vont retourner sur leur site, là, qui retournent sur leur site de travail, même avec la distanciation, les gestes barrières, c'est de prendre le temps justement de faire cette pause déjeuner. Et puis après, il y a les pauses pour récupérer. Donc moi, j'aime bien effectivement les pauses de respiration parce que c'est facile. Souvent, ce que je conseille, mon truc, c'est 2 pauses dans la journée. Une dans la matinée et puis une dans l'après-midi. Donc, d'essayer de repérer les moments où la tension, elle baisse. Vraiment les moments où je me rends compte que ça me demande un effort pour arriver à lire ce document, pour arriver à saisir ce tableau, pour être complètement attentif pendant une réunion. Là, ça vaut le coup de faire une petite pause, mais une pause, c'est 2-3 minutes. Et en fait, ce temps qu'on va prendre, donc quelque part qu'on va perdre, on va le retrouver souvent en fin de journée en qualité de travail. Parce que c'est quand on tire sur la corde, hein, on dit, toi tu dis, toi tu dis avoir la tête dans le guidon. Moi j'appelle ça travailler dans un tunnel. C'est-à-dire que si vraiment on est complètement recroquevillé sur son ordinateur, voilà, à jamais lever la tête, et ben, en fin de journée, ça va être très compliqué. Ce sont à la fois des tensions physiques, et puis c'est aussi de l'embrouillamini mental qui fait qu'on ne peut plus se concentrer sur rien. Donc, le fait de faire ces pauses, c'est perdre du temps pour en gagner en fin de journée. Ok, j'aime bien cette notion, perdre du temps pour en gagner vraiment. C'est comme une sorte de petit investissement, quoi. Alors, tout à fait, il y a un retour sur investissement qui va être intéressant puisqu'il va être en qualité de travail. Ça évite de devoir refaire, parce que si je me trompe, si j'oublie ou si je vérifie, c'est de toute façon du temps perdu. Donc, si je travaille sur ma qualité de présence et sur mon attention, ce temps, je vais le gagner. Donc, ça vaut la peine. On a un retour sur investissement. Super. Donc ça, c'est vraiment des points clés, quoi. Ok, et du coup, alors ça nous amène tout naturellement au thème de ton livre, le perfectionnisme, en fait. Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, hein, c'est ça le titre? Oui, alors bien évidemment, on joue sur l'ambivalence de ce terme, puisque beaucoup de gens estiment que le perfectionnisme est une qualité. Alors, ce qui est vrai, puisque le fait d'être perfectionniste va permettre de donner un niveau, on va dire, de travail, une qualité de travail satisfaisante. Ce qui est embêtant, c'est l'hyper-perfectionnisme, c'est-à-dire une tendance qui pourrait consister à repousser toujours un peu plus loin, alors dans l'espoir toujours d'obtenir de la satisfaction. Parce que là, pour le coup, le retour sur investissement, il va être plutôt alors je dirais presque en revalorisation narcissique, hein, c'est-à-dire vraiment le fait d'avoir du contentement, mais qui vient des autres. Hein, que les autres nous disent, mais c'est formidable, cette présentation PowerPoint est la plus belle que j'ai jamais vue, ce rapport est merveilleusement présenté, etc., etc. Alors, à ce stade, l'hyperperfectionnisme, c'est ce que j'appelle un surstresseur. C'est-à-dire ça va être un facteur de stress qui est surajouté. C'est-à-dire c'est nous qui nous l'ajoutons. Alors souvent, on se dit, mais non, je ne peux pas faire autrement. Parce que je suis fait comme ça. Voilà. Je suis faite comme ça, je suis câblée comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve, et alors pour moi, mais aussi pour les autres, pour les personnes que j'accompagne et les centaines et maintenant presque milliers de personnes que j'ai vues depuis 18 ans, le perfectionnisme, il est souvent appris, il est transmis, il est hérité.
Et quand on commence à y réfléchir, on se rend compte qu'en fait, on suit un programme, hein, on a intégré un programme, alors qui est un programme exigeant, mais il ne faut pas que ça devienne un programme tyrannique. À partir du moment où ça devient un programme tyrannique, je suis complètement victime de ça. Et là, l'épuisement, il va arriver aussi. Parce que je cours après quelque chose qui sera finalement jamais tout à fait satisfaisant, ou alors pour lequel je n'aurai pas de retour sur investissement, reconnaissance, puisque finalement c'est ça qui intéresse, hein, c'est le besoin de reconnaissance. Donc je n'aurai pas suffisamment de reconnaissance. Donc si je n'ai pas cette reconnaissance, je vais faire plus, et puis encore un peu plus, et encore un peu plus, et là c'est épuisant, parce que ça n'a jamais de fin. Donc ce surstresseur-là, je peux travailler dessus. C'est-à-dire, moi je considère souvent, moi j'aime bien les images, en sophrologie on travaille beaucoup en visualisation, et je trouve que les images sont très parlantes. Moi je considère que c'est un bras de fer avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours lutter contre soi. Et moi la première. C'est-à-dire que là j'ai plusieurs présentations la semaine prochaine, donc je suis en train de préparer mes slides, etc. À chaque fois, je me dis, il faut que je fasse quelque chose de bien, il faut que je fasse quelque chose soit de très intelligent, soit de très original. Oui, je peux essayer de trouver voilà, un niveau moyen qui va être, comment je dirais, intelligible, intéressant pour les personnes qui vont suivre, j'espère, cette conférence, et qui ne me demande pas 150% de mon énergie. Je répète souvent, moi j'utilise la règle des 80%. C'est-à-dire, il y a toujours le moment où je me dis, OK, à ce niveau-là, j'arrête. Je ne veux pas aller plus loin, parce que le plus loin, quelque part, c'est pousser le bouchon tellement loin que la différence que ça demande, que ça va créer en termes de résultats, n'est pas intéressante par rapport à l'énergie que ça va me demander. Oui, la valeur ajoutée. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La valeur ajoutée, elle est vraiment, elle est, je pense, purement narcissique pour le coup. Alors, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Hein, on peut décider d'être dans l'ego. Si on sait qu'on est dans l'ego, c'est pas très gênant. Là où c'est embêtant, c'est quand on bascule du côté obscur de la force. C'est-à-dire que le prix à payer, c'est au prix de son énergie physique, intellectuelle, émotionnelle, et puis de nos relations, puisque ça va forcément avoir des conséquences sur les relations avec les autres. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, en fait, Laurence, c'est que tu proposes comme un parcours initiatique. Je ne sais pas si le terme va te convenir, mais… J'aime bien l'idée de parcours, et si l'initiatique, il est encore mieux, parce que ça suppose une transformation. C'est ça. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain, parce que c'est des schémas qui sont en place depuis parfois des décennies. Donc, j'ai découpé en 7 étapes, et à la fin, j'ai mis une sorte de feuille de route. Donc, toutes les étapes ne parleront pas à tout le monde. Mais je sais qu'à certains moments, j'ai des gens qui m'ont dit, mais moi, je me suis arrêtée sur certains chapitres parce que c'était plus compliqué. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oui, là, il y a du lourd. Voilà ce joli livre bleu. Il voit à l'envers. Non, on le voit à l'envers. Oui, oui, oui. Et merci de le montrer. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des étapes sur lesquelles le lecteur va se dire, oui, bon, OK, ça, j'ai déjà travaillé là-dessus. Puis, il y a des étapes sur lesquelles ça grince un peu. Bon, bah, ça, c'est à travailler. Et franchement, chacun pour soi. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je ne suis pas là pour, comment dirais-je, dire aux gens ce qu'ils ont à faire. L'idée, c'est plutôt de proposer des choses et qu'ils prennent dans cette matière ce qui leur ressemble. Je trouve que c'est important, que ce soit quelque chose qui leur ressemble. Et à la fin, on va avoir une feuille de route, vraiment dans laquelle on voit un petit peu les priorités sur lesquelles il faut commencer à travailler. C'est ce que j'aime, parce que c'est vraiment directement utilisable, en fait, pour chacun. Et chacun peut s'y retrouver selon ses préférences, quoi. Donc, vraiment, c'est un outil ressource. Moi, j'aime bien cette idée, si tu veux. Moi, j'ai lu, comme toi, hein, plein de livres super intéressants. Il y a des livres dans lesquels j'ai beaucoup appris. Donc, les prises de conscience, elles sont importantes. Mais parfois, ce n'est pas parce que tu as conscience de quelque chose que tu sais tout de suite comment tu vas réussir à te libérer ou à prendre de la distance. Donc, quels sont les outils que je peux utiliser, qui vont être parfois des choses très pragmatiques? Ça peut repasser par l'écriture. On parle des phrases mantras, ces phrases ou ces affirmations positives qu'on peut se répéter. Par exemple, les intentions sont importantes. Ne serait-ce qu'avoir une intention, poser une intention, l'intention de prendre du temps pour soi, même si on n'y arrive pas toujours, c'est déjà un début.
Voilà. Et comme dans le Kaizen, hein, cette méthode qui consiste à avancer en faisant le plus petit pas possible, bah, commençons par des petits pas. Et puis à force de petits pas, voilà, il n'y a pas des changements radicaux, mais ce sont des transformations, des évolutions qui sont progressives et douces. Et durable, du coup. Oui, pour que ce soit pérenne. Hein, parce qu'on sait bien que les grandes transformations, c'est un peu comme les régimes, ça ne tient pas sur la durée. C'est-à-dire que pour que ça rentre dans le programme, alors souvent on dit effectivement il faut 3 semaines, il faut parfois un peu plus que ça. Et puis quand quelque chose est intégré, bah, c'est intégré. Et je peux passer après à un autre aspect où je me dis, tiens, ça aussi, c'est à travailler. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, en fait, sur ton livre pour donner envie aux personnes de rentrer dans l'expérience? Alors, pour donner envie de rentrer dans l'expérience, moi, je dirais que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, en fait, d'être à l'écoute de soi et de se donner à soi-même la même qualité d'attention qu'on donne aux autres. Hein, alors, nous, toi, moi, dans nos métiers, on donne de l'attention aux autres, mais dans la vie de tous les jours, on va donner de l'attention, du temps à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à sa famille, à ses amis, à ses collègues, etc. Bah, cette générosité, cette attention qu'on peut donner aux autres, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. C'est vraiment ce que j'appelle l'auto-bienveillance. C'est pas du tout de l'égoïsme, hein, mais c'est réaliser qu'on n'est pas obligé d'être sur moi aussi. Enfin, on n'est pas obligé, pardon, d'être sur moi d'abord. Hein. On a toujours du mal avec moi d'abord. Moi d'abord, ça veut dire je me fais passer en premier. Ça, c'est très difficile. Mais on peut être effectivement sur moi aussi. C'est-à-dire se dire, bah, je me mets au même niveau d'attention que l'attention que j'accorde et que je donne aux autres. C'était le mot de la fin? Si ça te va, Écoute, ça me ça me paraît paraît une pas mal belle, comme une mot belle de la intention, fin. en tout cas, moi aussi. C'est une jolie intention. Mais je te remercie beaucoup, Laurence, pour ta qualité de présence et pour ta générosité. Merci à toi pour l'intérêt que tu y as apporté parce que ça fait plaisir. Tu sais, quand on écrit, on se pose toujours la question de dire est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Donc, je suis contente d'avoir suscité ton intérêt. En tout cas, tu as eu une belle qualité de lecture. Merci Isabelle. Ben écoute, vraiment, oui, oui, c'est un livre que je trouve profondément inspirant. Alors, bon, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Un petit aperçu vibratoire. Donc, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. Il est paru chez Larousse au mois de mars. Et Oui. de Laurence Roux-Fouillé, que vous avez eu le privilège d'entendre voilà, dans cet enregistrement. À très bientôt, Laurence. Je t'embrasse. Et Bonne encore, journée. bonne journée à toi.